studio Non Peut-être, en compagnie de Heidi Fontas et Marine Fontas. Vous êtes sœurs à la ville, médiatrices toutes les deux, enfin en position de médiation, mais pas du tout dans les mêmes métiers. Et ça tombe bien, puisque c'est le thème de l'émission du jour, on va parler de médiation, définir la médiation, ses enjeux, ses problématiques. Et pour ça, je vais vous présenter rapidement. Donc Heidi Fontas, bonjour. Bonjour. Tu es médiatrice en préhistoire, médiatrice culturelle en préhistoire à Tarascon-sur-Ariège, en France. Et voilà, et tu es conseillère en médiation pédagogique auprès d'Objets Témoins avec nous. Tu nous as aidé notamment à monter les dossiers pédagogiques sur l'exposition Haïti au-delà des gangs de Yves Champagne, reportage photographique sur le sud-est d'Haïti. Tout à fait. Voilà. Et Marine Fontas, tu es responsable au sein d'un centre hospitalier de proximité. Tout à fait. Voilà. Et à la technique, nous avons aussi une Fontas, Maëva. Qu'on ne voit pas. Qu'on ne voit pas, mais qui est là dans l'ombre. Très bien. Donc pour parler de médiation, déjà définissons la médiation. C'est des choses qu'on essaye de faire chez Objet Témoin, mais qui méritent d'être décrites. Je pense. Oui. Alors du coup, pour nous, en tout ce qui est culturel, du coup, la médiation, elle sert à passer. C'est un mot que j'aime bien, que je dois à un ancien collègue qui nous définissait de passeurs de préhistoire. Donc le savoir est de l'ordre de la recherche. Les chercheurs sont là pour une production du savoir. Et nous, notre boulot, finalement, c'est de passer ce savoir à différents publics selon ses spécificités, avec différents outils pédagogiques que l'on développe, et en particulier donc, pour nous en préhistoire. Donc c'est cette idée de passer des savoirs, des connaissances, et de les rendre accessibles à différents publics sous différentes formes. Et c'est ce qui va se développer énormément, je pense, au niveau de la préhistoire, puisque c'est une période historique qui est très spécifique. Et cette médiation va nous permettre de rendre accessible aux gens des concepts, des situations, au-delà des savoirs purs, en fait. Alors, on va revenir évidemment sur la thématique spécifique et les problématiques de la préhistoire, avec toutes ces inconnues, ces interprétations, etc. Mais écoutons Marine. Alors pour moi, la médiation, c'est un petit peu différent. Donc moi, je suis dans le secteur sanitaire et médico-social, et la médiation, et au vu de mon poste, c'est plus... d'une partie de la résolution de conflits, on va faire une médiation entre deux acteurs en conflit, en général les professionnels. Donc ça, on est plus vraiment avec les équipes. Et ensuite, on va être plutôt avec les usagers. On va faire de la médiation, notamment dans le médico-social, pour la rééducation des personnes, tout type de profil. Et on va notamment travailler avec les animaux pour faire de la médiation animale. Donc des chiens, des chats, des chevaux également. Donc il y a quand même dans les deux sens un tiers qui va intervenir entre deux acteurs pour une problématique particulière. Donc on n'est pas tout à fait dans la même définition que la médiation culturelle, comme Heidi nous le propose. En tout cas, il s'agit de créer du lien. Ça crée du lien. Toujours. C'est ça, la médiation. Et le contexte n'est pas du tout le même, et l'objectif final n'est pas aussi le même. Alors, c'est des questions qu'on a déjà un petit peu commencé à aborder tout à l'heure, mais qu'on aimerait réentendre pour nos auditeurs. Il y a médiation, qui dit médiation dit pédagogie, dit accompagnement. Ça veut dire qu'il y a une méthodologie, il y a un processus, un cheminement, et il y a des outils. Voilà. Donc, tu parlais par exemple de l'utilisation d'un animal comme tiers. Prenons cet exemple, et ensuite, on aimerait bien t'entendre, Heidi, sur la manière de transposer du coup ce déplacement vers le tiers dans le cadre d'une médiation historique scientifique, par exemple. Alors, l'utilisation de l'animal, elle peut se faire d'une différente manière pour la gestion de conflits également.
il y a un conflit au sein d'une équipe, on va faire un atelier d'équithérapie ou même avec un chien au sein de l'établissement. L'équithérapie, c'est avec un cheval. L'équithérapie avec un cheval ou avec un chien, donc c'est de la médiation animale, ou avec un chat ou avec des poules ou des lapins, il y a tout qui fonctionne. Et c'est vraiment pour libérer la parole et pour remettre un peu chacun aussi à sa place. L'équithérapie, par exemple, c'est beaucoup utilisé dans la formation de manager, où tu vas expérimenter en fait ta posture envers comment toi tu te positionnes envers tes équipes quand tu veux faire passer un message qui n'est pas forcément agréable, ou quand tu as des conflits, parce que c'est vraiment de la gestion de conflits. Quand tu es face à un cheval qui fait 500 ou 800 kilos, tu ne vas pas avoir la même attitude que si tu es face à un humain, en fait. Et là, ça t'apprend à bien te positionner et à être juste, tout simplement. Donc, l'animal, en fait, il permet d'apaiser. Moi, j'ai eu des situations où discussions un peu corsées avec des syndicats. Et au final, sur le bureau, j'avais mon chat de l'établissement dans lequel j'étais. Quand le chat il passe de chaise en chaise, qui fait des petits bisous, qui ronronne, qui fait des roulades sur le bureau, en fait, ça apaise la discussion. Et même la personne, elle va... si elle va commencer à hausser le ton, en fait, le chat, il va se relever comme ça, il va regarder, il va faire ses petits yeux un peu méchants, là. Et du coup, hop, ça apaise. Et tu dis ça me l'enjambe, mais en fait, ça sert à rien de crier. On peut avoir une discussion tranquille, même si tu n'es pas d'accord avec moi. Et en fait, ça va permettre ça. Donc là, moi, la médiation, je la vois. Donc l'animal, il apporte ça, en fait, il t'apaise dans ce contexte vraiment d'entreprise, on va dire. Pas forcément par son action, par sa simple présence. Non, par la simple présence, en fait. C'est un tiers. De toute façon, quand tu croises un chien dans la rue qui est trop mignon, qu'est-ce que tu fais ? Ah, il est trop beau, tu vas aller le voir, le gratouiller. Et bien, en fait, dans le monde professionnel, c'est pareil. Tu vois, on est tous au même niveau et l'animal, il va venir t'apaiser. Et du coup, ça va recréer des liens et ça va te permettre de dire aussi des choses que tu vas pas forcément peut-être dire dans un autre contexte. Donc ça va t'apaiser en fait dans ton discours et dans ta façon d'être. Et après dans le médico-social, on l'utilise beaucoup dans la rééducation parce que ça va permettre de libérer la parole et ça va permettre, mais notamment à des enfants qui soit dans le monde de handicap ou dans qui ont des difficultés sociales importantes, de pouvoir s'exprimer et on va rentrer dans une forme de rééducation là avec des éducateurs, etc. Et ça va permettre de libérer en fait l'enfant ou la personne en difficulté. Parce que l'animal ne porte pas de jugement. L'animal ne porte pas de jugement et ce qui est intéressant avec les chevaux notamment, c'est que le cheval est très sensible et en fait il va te renvoyer ce que tu lui renvoies. Donc si toi t'arrives énervé face à un cheval, il va aussi lui s'énerver. Mais du coup, s'il s'énerve face à toi, tu te rabaisses un petit peu. Et en général, c'est des contextes où tu as beaucoup de violence, notamment chez ces enfants qui ont subi des traumatismes importants. Et si tu arrives et que tu es apaisé et que tu vas vers lui et que tu veux communiquer de façon positive, il va communiquer comme ça avec toi. Donc du coup, c'est vraiment un tiers qui va t'amener à pouvoir discuter avec la personne qui en a besoin et pouvoir vraiment l'amener dans sa thérapie, etc. Donc l'animal, il est utilisé de cette manière-là. Alors, passons au monde de la transmission historique et culturelle. Comment ça se transpose pour toi par rapport, donc la posture du médiateur par rapport à celle du chercheur, tu l'as un petit peu abordé tout à l'heure, le détenteur du savoir et le transmetteur du savoir ne peuvent pas toujours être la même personne. Ouais. Ils sont rarement la même personne pour nous. Donc nous, on a un savoir que l'on va ingérer, en fait, qu'on va partager entre médiateurs. Et ça, il va falloir en faire quelque chose pour le présenter au public. Notre boulot, on est guide dans des grottes préhistoriques, donc c'est des univers particuliers. Et on est animateur sur des sites comme le site, donc, le parc de la préhistoire à Tarascon-sur-Ariège. Et là, du coup, notre objectif, c'est de faire découvrir ce monde de la préhistoire avec ses particularités au public. Et pour tout ça, on a plein de moyens. Donc,
ce qui m'intéresse en particulier à moi, forcément, c'est l'art préhistorique en grotte et l'art pariétal, puisqu'il existe de l'art mobilier, donc c'est tout ce qui est gravure sur os, par exemple. Donc mobilier, c'est des objets, juste pour faire un petit peu de définition. C'est des objets que l'on peut bouger, en fait. C'est l'art que l'on va retrouver dans les grottes, dans les zones d'habitat ou ailleurs, mais qui n'est pas attaché à la grotte, en fait, que l'on peut bouger. Et l'art pariétal, c'est vraiment les peintures, les gravures, les dessins. Il peut y avoir aussi des modelages qui sont vraiment fixés dans la grotte, en fait. Voilà. Donc, notre idée, c'est d'amener les gens vers cet art, puisque je vais rester un petit peu quand même sur l'art pariétal, et de les confronter, en fait, à quelque chose que l'on a totalement perdu, c'est-à-dire la préhistoire. En fait, on dépend uniquement de découvertes archéologiques, de découvertes de grottes, puisqu'aujourd'hui, il y a à peu près 400 grottes qui ont été découvertes en Europe. Il y a d'autres grottes, il y a d'autres dessins ailleurs sur la planète. L'art préhistorique, il est partout, mais si on s'en tient à l'Europe, il y a à peu près 400 grottes. Et sur ces 400 grottes, on est sûr qu'il y en a d'autres qui n'ont pas encore été découvertes. Donc on est dépendant déjà de ce quota de découverte. Très bien. Et toutes ne sont pas visitables par le public pour différentes raisons. Voilà, et donc aujourd'hui, il y a une trentaine de grottes qui sont visitables par le public, dont 4 répliques, Altamira en Espagne, Chauvet, Lascaux et Cosquer. Voilà. Toutes les autres grottes que l'on peut visiter, ce sont les véritables grottes, avec des contraintes évidemment de visite pour la préservation des dessins. Et donc, l'idée, en tant que guide, à ce moment-là, c'est de faire découvrir une partie de cet art, puisqu'on n'est pas en mesure de pouvoir amener les publics dans toutes les parties de la grotte. C'est des mesures physiques, logistiques, et puis surtout de conservation. Et donc de leur faire part, en fait, de les amener à se confronter finalement à cet art. Alors il y a le fait d'être immergé dans la grotte, voilà. Et du coup on peut juste donner pour exemple une photo par exemple, partir d'une photo. Attends, on va juste faire une toute petite pause. Est-ce que tu peux te débrancher, rebrancher celui-là ? Ouais, parce que je crois qu'elle n'a pas le signal de... T'as le... Et maintenant, il faut que tu bouges le truc sur ton écran, parce qu'il y a visiblement... qui est disparu. Voilà. Et donc, on peut juste partir de cette photo, qui est une photo du grand salon de la grotte de Rouffignac, qui est en Dordogne. Alors, c'est une grotte un peu particulière, Rouffignac. Elle se visite en train électrique. Donc en fait, on fait presque 1 kilomètre avec le train. On voit plusieurs dessins et on arrive au fond où on peut descendre du train et on arrive sous un plafond qui a un peu plus de 2 mètres aujourd'hui, mais qui à la préhistoire n'était pas à 80 cm. Et en fait, le plafond est rempli de dessins. Donc du coup, en particulier, cette partie. Donc sur une image, voilà, on a un mammouth, des bouquetins... Tout le monde le reconnaît, mais par contre, avec juste la photo, personne ne peut se rendre compte de l'environnement où ça a été réalisé. Donc quand on y va, nous, on est debout, mais il faut imaginer qu'à la préhistoire, les gens, ils étaient couchés, ils n'avaient pas de recul sur ce qu'ils dessinaient. Et donc tout ça, il faut qu'on arrive à le passer, finalement, au public que l'on amène au fond des grottes. Voilà. Et chaque grotte a un contexte différent. Donc c'est cet enjeu de faire ressentir finalement aux gens qui viennent avec nous ce qu'a pu être le fait d'aller réaliser ces dessins, sans que l'on sache, comme tu disais, ce qu'ils veulent dire. Alors tout le monde reconnaît un mammouth, ou pas, parce que des fois aussi sur les interprétations même du dessin, il y a des problématiques. Oui, tu parlais d'un exemple, je ne sais pas si on l'a pour le mettre à l'écran, mais sur la grotte des Trois Frères, qui est une grotte fermée. Oui. On a un personnage anthropomorphe entre le cerf et l'humain. J'ai pas l'image. Qui s'appelle le sorcier. Le sorcier. Alors le sorcier, c'est évidemment pas le titre donné par l'auteur du dessin, puisqu'on le connaît pas. C'est donné par les personnes qui ont étudié la grotte, qui ont fait les relevés. Alors c'est un anthropomorphe, le sorcier, et alors, je sais pas si on le voit du coup à l'écran. Je sais pas si on pourra zoomer. Oui, on pourra zoomer. Je mettrai à l'écran. Voilà. Aussi. Donc il est là, le sorcier, et donc il est dans une petite salle de la grotte des Trois Frères, qui est une grotte immense. Et il surplombe tout dans cette petite salle. Il y a des dizaines et des dizaines de gravures tout autour de lui, de bisons en particulier, mais pas que,
particulier, il y a 2 hémiones aussi, où il faut être couché les uns contre les autres pour pouvoir les voir, puisqu'il n'y a pas de place et on a le plafond vraiment à 2 cm. Il faut imaginer qu'à l'époque aussi, quand ils peignent ça, ils s'éclairent à la graisse animale. Avec des torches ou avec des lampes à graisse, donc c'est des éclairages faibles. Voilà, il n'y a pas trop. Après, de toute manière, sur ces espaces, bon, souvent il n'y a pas de place aussi. C'est des espaces assez réduits. Là, pour les hémiones, clairement, en fait, il y a, 60, 80 cm, pas 80 cm, en fait. Donc, et le sorcier, il est entouré de tout ce monde. Il est dans un petit trou sur le cheminement, enfin, un petit trou, un grand trou. Par rapport à la grotte, c'est un petit trou. Et pour avoir lu, du coup, les bouquins sur les 3 frères avant la visite, en fait, on ne peut absolument pas se rendre compte de ce que c'est que d'arriver là. Voilà. C'est quelque chose qui, même si on l'a vécu, n'est pas explicable, en fait. Donc, il y a cette part d'expérience qui est hyper importante dans l'approche sensible, finalement, de l'art préhistorique. Et c'est quelque chose que l'on peut faire plus ou moins, finalement, en visite. Soit on peut s'attacher à décrire ce que l'on montre aux gens, soit on peut les amener, justement, dans une réflexion sensible vis-à-vis à cet environnement qui est obscur, qui est au niveau sonore particulier, puisque dans un sens, on peut dire qu'il n'y a pas de bruit, mais en fait, dans une grotte, il y a énormément de bruit. Il y a une étude qui a été faite avec une université, alors je crois que c'est Los Angeles, je ne me rappelle plus, pour Chauvet, où c'est qu'ils ont reconstitué en studio l'environnement sonore de la grotte. Voilà. Donc tout ça, en fait, ça aussi, c'est un outil de recherche, mais qui... à terme, s'il pouvait être amené en médiation pour que les gens finalement rentrent dans l'environnement sonore de la grotte, ce serait assez sympa. Et au parc de la préhistoire, par exemple, il y a un labyrinthe des sons où c'est qu'on entend des animaux de la préhistoire, ce genre de choses. Donc finalement, le sensible a énormément de jeux dans l'expérience de cette partie de notre histoire, je pense. Oui, parce que tout comme on parlait de psychologie tout à l'heure, là on parle d'une époque pour laquelle on n'a pas de traces écrites, on n'a pas de témoins vivants, et donc finalement la plupart de ce qu'on sait de ces lieux, c'est des suppositions, enfin évidemment pas minorer le travail des scientifiques qui est derrière, mais il y a quand même énormément de supputations sur le rôle cathartique ou le fait de faire des inventaires des troupeaux d'animaux d'une saison à l'autre en les peignant sur les murs, ou le fait que ça participe de rites d'initiation pour les jeunes chasseurs ou pour les enfants. Oui, tout ce qui relève de l'interprétation reste du domaine de l'interprétation. Comme je disais, sur le mammouth de Rouffignac, tout le monde voit un mammouth. Voilà, on va pas discuter très longtemps sur ça, même s'il y a des dessins qui portent à discussion. Mais là, par exemple, tout le monde est d'accord pour dire que c'est un mammouth. Pourquoi ils ont dessiné un mammouth, pourquoi ils sont allés à cet endroit, pourquoi ils se sont finalement des fois embêtés à faire des progressions qui sont vraiment compliquées dans les grottes, tout ça, on n'y accédera jamais. Enfin, on ne peut pas rentrer dans la tête des préhistoriques. On peut définir par rapport à nous, à nos histoires personnelles, à notre état de connaissances et de compétences, ce que nous, on peut penser qu'ils ont eux pensé. Mais jamais on aura du coup la source effectivement directe. C'est une question sur les sources qui est aussi intéressante sur notre monde actuel, par exemple, où on voit qu'on peut avoir accès à des sources directes, mais il y a tout un autre travail à faire aussi sur ces sources. Je me souviens d'avoir fait de la spéléo, d'avoir visité une grotte avec toi il y a quelques années, et en particulier, il y a des moments où le simple jeu de lumière sur la paroi est force de suggestion. Alors, tu reconnais une forme, parce que c'est les pareidolie. L'humain est ainsi fait qu'il cherche à reconnaître. À reconnaître quelque chose qu'il connaît, en fait. Il y a toujours cette idée de se raccrocher à quelque chose qu'on connaît. C'est assez courant. Et il y a tout un jeu, comme tu dis, de lumière qui est assez important. C'est-à-dire que les préhistoriques, ils ont joué avec les formes de la grotte. Et donc, il faut le bon éclairage au bon moment, en fait. Et l'éclairage est hyper important, ce que l'on perd aussi aujourd'hui en visite, puisqu'on a des éclairages artificiels. Donc là, on compare, donc, quand on dit médiation, on parle de l'aménagement des grottes, oui. Des visites guidées avec des éclairages à LED, électriques, et le fait de se déplacer avec une torche. Avec du feu.
en fait. Déjà de rentrer dans l'espace de la grotte, d'être dans l'environnement sonore, d'humidité, des odeurs de champignons, je sais pas quoi, particulières. Le fait d'être obligé de ramper, tu parlais aussi d'exemples de grottes plus difficiles d'accès où on doit se mettre dans la peau du préhistorique qui rampe à quatre pattes pour pouvoir se... Voilà. Ce qu'on ne fait pas en visite. Faut rassurer les gens aussi. Vous pouvez venir visiter les grottes, on ne vous fait pas ramper. Mais du coup, ça limite l'accès à certains dessins aussi. Voilà. Et donc, il y a tout cet environnement qui saisit finalement, parce que ce n'est pas un milieu qui est dans notre quotidien aujourd'hui. Voilà. On ne va plus dans les grottes, en fait, sauf les spéléos. On ne va plus dans les grottes. Donc, c'est tout ça qu'il faut que nous, on amène en tant que médiateurs. En amenant des connaissances, évidemment, ce qui a été décrit, ce qui a été analysé, ce qui a été proposé. Et il y a plusieurs interprétations, effectivement, sur ces dessins, ces gravures, ces peintures. C'est aussi notre boulot de les proposer et de les discuter aussi avec les gens, en fait. L'idée, c'est vraiment d'échanger avec les personnes sur ces dessins. Alors, ce qui nous amène au sujet suivant, ça veut dire collaborer avec des artistes et mettre le public en situation de pratique. Tout à fait. Dans les deux cas, d'ailleurs. Alors, on avait reçu dans ce studio, il y a quelques mois, un garçon qui s'appelle Ekinbal, qui nous parlait de jeux vidéo, et notamment, par exemple, pour parler de la projection de parents dans l'expérience que ça peut être d'être les parents d'un enfant autiste. Par exemple, il nous avait présenté l'exemple d'un jeu vidéo qui permettait en fait de s'immerger dans le quotidien d'une famille comprenant un enfant en situation de handicap, par exemple. Est-ce que c'est des choses que vous avez déjà pratiquées? On a parlé de médiation animale, mais là on coupe un peu aussi avec des problématiques plus contemporaines par rapport à l'utilisation du numérique ou des projections comme ça. Alors moi, ça, dans ma profession, on utilise ça pour, comme tu disais, se mettre dans la peau d'eux. Par exemple, dans les établissements d'accueil de personnes âgées, on fait des simulations au vieillissement pour le personnel soignant, pour qu'ils se rendent compte de ce que c'est être vieux. Donc, en fait, on a des masques VR, on a des poids aux mains, aux jambes. Et en fait, on se rend compte que quand on est vieux, on est plus lent, parce qu'on a cette lourdeur en fait sur les muscles. On a des lunettes qui nous font voir. On a ça aussi. C'est un autre contexte, mais pour faire de la prévention à l'alcoolisme chez les jeunes, on leur met aussi des lunettes où ça te fait un effet quand t'es bourré, en fait, quand tu vois pas très bien. Mais quand t'es vieux, ça fait un peu pareil. Tu vois, tu vois pas très bien, t'as pas la même appréhension du sol. Et en fait, on forme le personnel soignant au vieillissement, donc c'est des simulateurs de vieillissement, on appelle ça comme ça. On les met dans le lit, on les porte avec les lèvres malades, donc c'est tous les outils qu'on a pour faire les transferts en fait des personnes âgées, pour leur faire le soin. Et du coup, ils se rendent compte, moi au quotidien, quand je fais ça à la personne, en fait, elle le ressent de cette manière-là. Donc dans le monde médical, en fait, on peut se mettre via ces dispositifs-là à la place d'eux, comme tu disais, de se mettre dans la créer de l'empathie et peut-être aussi limiter des risques de dérive ou de maltraitance. Tout simplement, oui. Et de mieux comprendre en fait ce que la personne ressent, et quand elle te dit là je vois pas, ou là j'ai mal, ou du coup tu la crois en fait, parce que toi t'as pas la même appréhension que lui, donc pourquoi moi je le vois très bien, pourquoi toi tu le vois pas? Parce que moi j'ai pas les mêmes ressources que toi aujourd'hui. Et là en fait via ces dispositifs là, on permet de ressentir en fait ce que ressent la personne, donc on peut se mettre aussi à sa place. C'est un grand concept ça dans le soin, de se mettre à la place de la personne, et via ces outils on peut en tout cas se former à ça. Aujourd'hui, tu penses que l'institution se dote de ces outils tel que tu les décris, on voit tout de suite l'utilité du sujet. Après, j'imagine qu'il y a, comme dans l'éducation nationale ou comme dans des tas d'espaces où le numérique est arrivé un peu comme un cheveu sur la soupe, il y a une phase d'adoption, et puis il y a la question de l'écriture. Donc travailler avec des maisons de production, des artistes qui vont créer des supports appropriés en collaboration avec les chercheurs, avec les acteurs de terrain, pour faire des choses qui soient en cohérence avec ce qu'on va raconter, parce qu'on ne veut pas non plus créer des biais par les outils qu'on utilise pour faire cette médiation. Tout à fait.
Enfin, j'extrapole un peu, mais je me projetais justement dans le cas que décrivait Heidi sur les différentes situations de grotte. Voilà, si par un casque VR, donc on a différents exemples. On a l'exemple du casque VR où je suis statique et on me met sur la tête une vue à 360 degrés de ce que peut être une grotte ou un mur peint qui a été numérisé. C'est pas la même chose que de pouvoir aussi librement me déplacer dans un espace comme Nota Bene l'avait présenté pour l'ASCO. Pour l'ASCO, voilà. Et tout ça, on s'en doute, pose la question de l'accessibilité. À la fois, ça rend accessible. Évidemment, tout le monde ne peut pas ramper à quatre pattes dans une grotte ou ne peut pas supporter la claustrophobie ou je sais pas quoi, d'aller soi-même s'immerger dans l'environnement de la grotte, ou comme tu disais, 30 grottes sur 400 qui se visitent. Oui. C'est aussi un enjeu de préservation, de ne pas emmener tout le monde dessiné sur les murs qui ont 25 000 ans. Voilà. Donc ça permet du coup de rendre accessible à des gens qui ne peuvent pas y aller physiquement ces espaces, de permettre de toucher du doigt à des gens qui ne vivent pas ces souffrances, ces expériences-là, une partie de la chose, mais paradoxalement, ça implique aussi des limitations, des enjeux logistiques pour la structure qui essaye d'organiser ça. Tout à fait. Et des intérêts aussi, parce que par rapport à la culture, alors moi ça je l'ai vu au moment de la crise du Covid, où là les établissements de santé étaient complètement fermés, notamment médico-social. Et on a été démarchés par des jeunes startups qui, en fait, avaient recréé des musées. Alors, je pense qu'ils avaient fait ça pour les écoles aussi, je ne sais pas, mais pour faire des visites de musées, par exemple. Et du coup, ils nous proposaient pour les personnes âgées. Et en fait, c'est rentré dans une autre dynamique sociale, c'est-à-dire que les personnes âgées en établissement de santé, elles ne peuvent plus sortir du fait de leur handicap, de leurs troubles neuroévolutifs, etc. Et là, on leur permettait, via cette VR, en fait, d'avoir accès à une visite de musée auquel elles n'avaient plus accès à ça depuis des années. Donc la crise du Covid, en fait, a permis de faire entrer, on va dire, cette technologie, enfin ces propositions en tout cas de technologie dans les établissements. Alors c'était plus ou moins bien fait et plus ou moins bien adapté, hein, mais en tout cas il y a eu cette prise de conscience que c'était peut-être intéressant. Et au niveau culturel par exemple, ça a permis de refaire entrer un petit peu la culture dans ce type d'établissement pour de rendre plus accessible, même si je ne peux pas sortir de chez moi, j'ai toujours accès à ça. Tout à fait. Bon, nous, l'idée, c'est quand même de faire venir les gens dans les grottes. Ouais, c'est différent. Mais ça reste un outil hyper intéressant dans la mesure où il donne accès à des choses où même quand on va visiter des grottes, on n'a pas accès. C'est-à-dire que les répliques de grottes comme Chauvet, par exemple, ou Lascaux, ou Altamira, ou Cosquer, du coup, permettent de rendre accessible un espace qui ne l'est pas. Donc c'est aménagé, c'est fait pour aujourd'hui les personnes en situation de handicap, mais tout le monde ne peut quand même pas se déplacer au musée. Oui, donc tu parlais de la différence entre Lascaux 2 et Lascaux 4. Oui, par exemple, Lascaux 2, c'est la première réplique. Alors il y a plusieurs Lascaux. Lascaux 1, c'est la vraie grotte. Lascaux 2, c'est la première réplique qui a été faite. Lascaux 3, c'est une expo itinérante qui se déplace. Là, je crois qu'elle était à Monaco. Et Lascaux 4, c'est la dernière réplique qui a été faite en bas de la montagne où il y a Lascaux, en fait. Et donc, Lascaux 4, pour répondre à des contraintes du coup d'accessibilité, ne respecte pas forcément la topo de la grotte. Donc c'est-à-dire, il y a pas la même échelle. Lascaux 2 est à l'échelle, alors que Lascaux 4 c'est adapté aux personnes à mobilité réduite. Lascaux 4, voilà, il y a un passage, le diverticule, c'est une sorte de couloir entre deux salles qui est très étroit, qui à Lascaux 2 respecte la grotte réelle, alors qu'à Lascaux 4, pour qu'on puisse y passer, du coup, ça a été élargi. Et du coup, cette adaptation permet de rendre accessible, évidemment, mais perd, du coup, de la relation sensible à l'environnement de la grotte et donc au dessin, voilà, de tout ce qui environne le dessin. L'expérience de l'art préhistorique en grotte, de l'art pariétal, c'est tout un environnement en fait. C'est pas que le dessin sur la paroi, c'est le cheminement pour y aller, l'éclairage dont on a parlé, la longueur de cheminement. On a parlé de Rouffignac, c'est une grotte qui est un véritable labyrinthe en fait, Rouffignac. Donc il faut ramper parfois, il faut se baisser.
tout cet enjeu, évidemment, on ne peut pas forcément toujours le reproduire. Mais si jamais on pouvait faire une vraie réplique, effectivement, tout le monde ne pourrait pas accéder au dessin, mais ce serait un challenge justement d'expérience sensible autre, tout simplement. Voilà. Mais du coup, tu peux choisir la Lascaux quand tu dis qu'il y a les 4 répliques. Oui, tu peux choisir 3. Tu peux choisir laquelle tu fais ou maintenant tu peux visiter Lascaux 2 et Lascaux 4. Et Lascaux 3, c'est une expo qui bouge. Donc, tu peux aller la voir. Oui, donc suivant tes possibilités, tu as accès en fait à un panel de propositions pour avoir l'expérience sensorielle que la grotte te propose. Tout à fait. Alors, c'est tout à fait. Pour compléter sur cette histoire, donc là, on va aussi faire un peu de vocabulaire. Est-ce que tu peux décrire à nos auditeurs la différence entre une réplique et une évocation ? Alors, on dit... alors, les répliques cherchent à reproduire au maximum la grotte. Voilà. Alors, c'est un jeu sur les mots que l'on a aussi entre nous. Donc, on va dire que Lascaux, c'est une réplique, même si elle ne respecte pas toutes les dimensions. On parle d'évocation peut-être plus pour Cosquer, puisque Cosquer, c'est une attraction, on va dire. C'est un musée, en fait, où ils ont mis une évocation de la grotte, où vous rentrez dans un train, un petit train, en fait. Vous faites le tour donc, de l'évocation de la grotte. Les dessins ne sont pas forcément à l'échelle, ce qui n'est pas le cas dans les autres répliques. Donc du coup ça vous donne une évocation. Alors Cosquer, pour resituer, c'est la grotte qui a dans les Calanques à Marseille, qui est immergée, où personne clairement ne peut rentrer. Elle est totalement fermée, il faut plonger, c'est un haut niveau de plongée, spéléoplongée, donc voilà, très peu. Elle a été entièrement numérisée, donc on a toutes les données, et donc ils ont fait cette évocation sur le port de Marseille. Voilà. Donc ça permet de rendre encore une fois accessibles les dessins, mais c'est juste une évocation puisque ça ne reprend pas totalement la réalité en fait. Voilà. Alors que quand vous allez à Lascaux, effectivement les vaches de Lascaux, elles sont à l'échelle. Voilà. Vous êtes dans le milieu de la grotte. Et toi, du coup, ton rôle de médiatrice, quand tu parles de ces reproductions, évocations, ces répliques, est-ce que c'est de rendre du coup vivant l'œuvre pour... Tu expliques en fait l'environnement extérieur, enfin le vrai environnement de l'œuvre. Comment tu t'y prends en fait en tant que médiatrice quand tu t'arrives devant ces dessins qui sont reproduits ailleurs? Tu vois, quel est ton rôle en fait? Alors du coup, moi je suis dans des grottes, des vraies grottes. Donc je ne fais pas visiter dans des répliques, donc je ne peux pas me mettre à la place de ces médiateurs. Mais ce qui est sûr, c'est que sur les visites que moi j'ai fait, en fait, ils font la même chose que nous sur les vraies grottes. La problématique, c'est toujours pareil, c'est comment on arrive jusqu'au dessin. Enfin, selon moi. Il y a une grotte dans le Lot qui s'appelle Pechmerle. Donc on visite la vraie grotte, mais le chemin d'accès n'est pas le chemin d'origine. Voilà. Donc du coup, il y a tout un travail en fait intellectuel à faire pour se représenter le cheminement qu'ont pu faire les préhistoriques pour arriver aux espaces qu'ils ont dessinés, alors que nous, on ne prend plus le même déjà. Et donc, c'est notre boulot à nous, c'est d'arriver le maximum à immerger les gens. Voilà. Alors, quand le cheminement n'est pas le même, c'est compliqué. Parce que du coup, c'est compliqué. À Pechmerle, vous rentrez dans une salle où vous descendez un escalier. C'est pas du tout naturel, en fait. Voilà. Donc, on n'arrive pas à se représenter. Donc le fait d'avoir un costume, par exemple, déjà, de présenter... Alors, on ne fait pas visiter en costume, on fait les animations, du coup, au Parc de la Préhistoire, par exemple, sur les ateliers en lien direct, du coup, avec la préhistoire, comme l'atelier art ou l'atelier chasse, par exemple, on est en costume, voilà. Donc, ça permet aussi aux gens de se représenter comment ils pouvaient être habillés à ce moment-là et de donner un cadre le maximum préhistorique à notre action. Voilà. Donc, effectivement, dans les grottes, on n'y va pas en costume. Mais l'idée, c'est d'arriver à faire toucher aux gens que c'est des espaces vraiment particuliers, difficiles d'accès, qu'on n'arrive pas à se représenter, nous, de notre quotidien, en fait, actuel, aujourd'hui, là, au XXIe siècle. Et des manières de peindre aussi, parce que là, du coup, on va toucher à l'activité, l'action des artistes, le fait de... Donc, dans ces grottes, on va avoir des gravures faites avec des rochers pointus, des silex, on va avoir des dessins tracés au doigt dans de la glaise, ou on va avoir des projections de pigments
qui sont crachés par la bouche. Alors ça, c'est un exemple assez intéressant. Il y a une période, alors l'Aurignacien, alors on va dire sur Chauvet, aux alentours de 36 000 avant le présent, et pendant la période du Gravettien, jusqu'à, on va dire, 24, 22 avant le présent, 22 000, où les gens ont soufflé des mains. Voilà, où ils ont tamponné, ils ont pris des poils, ils ont tapoté autour de leurs mains, ils font des mains négatives essentiellement, et ils ont mis du pigment ou du charbon de bois dans la bouche pour pouvoir faire leur peinture et donc souffler cette matière. Donc ça, c'est quelque chose que l'on peut voir, alors les mains soufflées, on peut en voir à Chauvet. Il y a une particularité à Chauvet, c'est qu'il y a une personne qui a fait des mains qui avait un petit doigt tordu et il a fait plusieurs mains, il en a fait 3 ou 4. Et donc on arrive à voir que c'est la même personne du coup parce que ça donne une image absolument parfaite de la main de la personne. Et donc il y en a à Chauvet, il y en a à Cosquer, il y en a à El Castillo en Espagne par exemple. Et donc vous amenez les gens, vous leur montrez, vous leur expliquez. Donc ils ont mis le pigment dans la bouche, qu'ils ont mélangé avec leur salive et qu'ils ont soufflé sur la paroi. Et puis vous faites une animation après, soit comme au parc, on peut faire, alors on ne fait pas de mains au parc, puisque c'est une autre période, au parc c'est le Magdalénien, et à partir de ce moment-là, ils font moins de mains dans les grottes, il ne faut pas dire qu'ils n'en font pas, mais ils ont les pinceaux, donc on fait avec les pinceaux, mais vous faites une animation et vous expliquez de nouveau, vous montrez les pigments, vous montrez les pinceaux, comment ils ont pu les faire, et donc vous leur montrez vous. Donc on apprend en tant que médiateur à souffler des mains, donc on vous mettez du charbon dans la bouche. Donc quand vous faites ça avec des enfants, c'est assez drôle, parce que du coup c'est la première question, mais tu vas mettre ça dans ta bouche? Oui, donc on explique ce qu'est le charbon, et que finalement c'est pas très catastrophique de mettre ça dans la bouche, et puis on leur montre, voilà. Et puis bon, généralement on arrête l'animation à ce moment-là, et puis on peut prolonger l'animation en faisant faire. Voilà. Et ça, c'est autre chose. Alors évidemment, on est dans un milieu aseptisé, j'ai envie de dire, où on est dans une salle d'atelier, où on est peut-être sur un espace extérieur, mais où on est en train de souffler sur une feuille, donc il n'y a pas trop de contraintes. Et là, du coup, on leur fait écraser directement le charbon. C'est moins compliqué que les pigments minéraux, ça prend un peu moins de temps. Et puis, une fois que la poudre est faite, on leur explique comment il faut mettre dans la bouche, comment on mélange, comment il faut positionner la langue et les lèvres pour pouvoir projeter la peinture. Et on leur fait faire. Et là, donc, on se rend compte que c'est un apprentissage très particulier, parce que même si on souffle, nous, par exemple, en tant que médiateur, pour certains depuis des années, il y a toujours des irrégularités dans notre dessin. Dans notre réalisation finale, il y a toujours des points qui sont plus gros que d'autres, c'est pas du tout fin. Alors que quand vous regardez les mains des préhistoriques, elles sont tout le temps parfaites. Voilà, c'est toujours d'une régularité incroyable. Donc il y a tout ce travail aussi d'entraînement dont ils prennent conscience, que ça se fait pas juste comme ça. Et que souvent on entend que les dessins préhistoriques, c'est, on dirait, des enfants qui ont dessiné, et que finalement de faire un profil juste de mammouth avec un silex ou avec un pinceau, finalement c'est pas si facile que ça, sachant qu'on rajoute les contraintes qu'on n'a pas en salle d'atelier, d'être couché sur le dos, avec une lumière où on voit pas grand-chose, et tout ce genre de choses. Donc l'idée, évidemment, ultime en tant que médiateur qu'on rêverait d'avoir, c'est une vraie reconstitution de grotte à l'échelle, ou en tout cas d'une salle où il faut amener les gens du coup dans les mêmes conditions qu'à la préhistoire, avec des bougies, ce genre de choses. Et de penser à tout le matériel qu'on a besoin pour peindre aussi, et de les faire réaliser en situation. Voilà. Il y a toute la partie spirituelle qu'on n'a pas. Je ne sais pas ce que signifient ces dessins, je ne sais pas ce qui les pousse à aller au fond des grottes pour dessiner, et je le précise toujours en visite. Je laisse le sensible des gens prendre le dessus par rapport au discours que je pourrais avoir, mais il y a quelque chose qui les pousse à aller dans ces endroits. Voilà. Ils n'y vont pas pour rien, et tout ça, nous, on ne l'a pas. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a vraiment aucun intérêt pour qui que ce soit, je pense, en tout cas en Occident, d'aller dessiner au fond d'une grotte. Voilà. Pourtant, ça parle à des gens encore ailleurs sur la planète. Oui, faire de la médiation, c'est montrer l'état des connaissances, voilà. Transmettre l'état des connaissances, mais c'est aussi transmettre l'état de l'ignorance qu'on a. Qu'on a, tout à fait. Et là, on l'a totalement. Et cette idée de sens, voilà,
c'est juste pour approcher ce qu'ils ont fait dans leurs conditions, mais c'est pas du tout pour reproduire, puisque notre pensée à nous n'a rien à voir avec la leur en fait. Et c'est pour ça que aucun intérêt pour nous d'aller dessiner au fond d'une grotte. Voilà, c'est pas. Mais est-ce que dans l'expérience du coup que tu expliques là, on le fait dans des ateliers, donc les visiteurs ils sont intéressés par ça. Oui. Et toi, ton boulot, c'est de transmettre en fait ces connaissances-là et ces techniques-là. Ces techniques, ouais. Est-ce que dans un environnement réel, c'est possible? Est-ce que tu peux amener les gens au fond d'une grotte, par exemple, pour qu'ils puissent faire des mains ou qu'ils puissent se rendre compte vraiment dans quelles conditions on faisait, les personnes faisaient ces dessins-là? Ça, c'est pas possible. Enfin, en tout cas, c'est pas mis en place. Alors, clairement, dans les grottes préhistoriques, interdiction totale, pas possible pour la préservation des dessins. Sur des grottes, on va dire géologiques, elles pourraient servir à ça. Mais ça demanderait toute une logistique de mise en sécurité un peu particulière, puisque les cheminements des préhistoriques parfois étaient vraiment très dangereux, donc ça on ne pourrait pas le refaire avec du public. Ce qui est mis en place dans certains espaces, comme au parc de la préhistoire à Tarascon-sur-Ariège, c'est un espace d'une petite reconstitution de grotte avec des lumières à LED qui vacillent, donc du coup qui donnent cet effet un peu de lampe à graisse ou de torche, et où ils peuvent du coup dessiner au pinceau sur les murs directement de la grotte. Alors, ils ont un matériel, enfin ils ont des pots avec des pigments, ils peuvent donc aller faire leur dessin directement sur une paroi de grotte reconstituée en fait. Voilà. Donc on peut aménager des espaces, mais réellement le faire, retrouver l'expérience sensible initiale, non. C'est beaucoup trop compliqué au niveau de la logistique, au niveau de la sécurité des gens. Et encore une fois, il faut une technique artistique. Voilà. Si pour amener quelqu'un pour lui faire 2 points au fond d'une grotte, oui, il va avoir toute l'expérience sensible, mais du coup, ça, on peut le faire en spéléo, en fait. Voilà. Il y a c'est un autre champ. C'est un autre champ de médiation, en fait. Voilà, je pense. Alors, ça fait 40 minutes, c'est déjà très intéressant. Comme d'habitude, j'arrive jamais à me tenir à mes 15-20 minutes de départ. C'est passionnant. Et donc, parlons justement de l'implication des artistes là-dedans. Donc, on imagine que donc, on peut les appeler les artistes, les gens qui ont peint, dessiné ses mains, qui ont peint ces mammouths sur les grottes. Enfin, je sais pas. Ils ont créé un art, en tout cas, c'est de l'art pariétal, donc ils ont créé une forme d'art, donc ce sont des artistes. Ça ne veut pas dire que le reste de la journée, ils ne sont pas aussi chasseurs, boulangers, etc. C'est une conception moderne que ça puisse être un métier à plein temps. Donc il y a dans transmission, dans médiation, il y a apprendre le matériau, il y a imaginer, travailler, collaborer avec donc les détenteurs du savoir, les spécialistes en pédagogie pour construire une expérience de transmission qui soit humblement la plus constructive possible pour le public de cette médiation. Et voilà, qu'on parle d'un enfant de 8 ans, qu'on parle d'un personnel soignant qui va devoir prendre en charge des personnes âgées, ou qu'on parle d'un universitaire. Et donc, qui dit humilité dit savoir qu'il y a une part d'interprétation, d'appropriation. D'appropriation, tout à voilà. fait. Et donc, tu citais par exemple quelques artistes qui représentent ça. Alors oui, il y a des artistes aujourd'hui qui s'intéressent à ce qui s'est passé à la préhistoire, donc qui travaillent sur... qui font leur boulot d'artiste, qui font du dessin, par exemple. Donc il y en a un qui est assez connu, qui s'appelle Benoît Clarisse. Il y a Éric Lebrun aussi, qui travaille pas mal, qui a fait l'art préhistorique en BD, qui est un livre très intéressant.
Et dernièrement, du coup, j'ai découvert un graffeur à Lyon qui s'appelle Lasco, qui a pris le nom de Lasco, donc Lasco, et du coup, qui fait sortir les dessins des grottes. Et j'ai trouvé ça assez magique parce que, du coup, il ne graffe que des dessins préhistoriques. Donc, ils sont un peu partout dans Lyon. Et donc, ça permet de rendre accessible d'une autre façon les images qu'il y a au fond des grottes et qui ne le sont plus forcément et qui vont l'être certainement de moins en moins. Mais du coup, voilà, donc il y a une part d'interprétation, il y a une patte artistique, puisque du coup, les graphes de Lasco, il n'y a que lui ou pas beaucoup d'autres qui doivent faire du graphe de dessin préhistorique. Mais voilà, il y a un style particulier. Et sur les autres illustrateurs qui travaillent sur ça, évidemment, il y a une part d'interprétation. Voilà. Il y a beaucoup de réflexions actuellement sur la couleur de la peau des préhistoriques. Alors, sur les périodes au-delà de 20 000 avant le présent, ils ont plutôt une peau hâlée, voire très mate, en fait. Mais du coup, quand on a commencé à sortir ces recherches, il y a des représentations où les gens étaient totalement noirs. Voilà. Donc du coup, il y a ce choix artistique finalement qui est fait par rapport à ce que la recherche avance de plus en plus. Avec la génétique, du coup, il y a de plus en plus d'infos sur la couleur des cheveux, sur la couleur de la peau qui se fait. Donc effectivement, c'est un choix de représenter quelqu'un soit de couleur totalement blanche, soit hâlée, soit métisse, soit carrément noire. Mais ça, clairement, voilà, on avance dans la science, mais il y a des périodes de flou. Voilà, il y a des grandes comme quand périodes. On retrouve des parures de coquillages à des dizaines de kilomètres de la côte. De la côte. Et on ne sait pas si c'est un collier ou si ça fait partie d'un vêtement. D'un vêtement. Effectivement, il y a une tombe qui est très connue à Sungir en Russie. Et du coup, là, vous avez, alors une des plus connues, vous avez un homme avec 2 enfants. Ils sont entièrement recouverts de coquillages, de perles, pardon, pas de coquillages, ils ont des coquillages, mais de perles en ivoire. Il y a plus de 15 000 perles sur les 3 corps. Donc, c'est un travail énorme de réalisation. Et donc, il y en a partout. Donc, on suppose fortement, il n'y a vraiment pas trop de raison non plus que ce soit pas ça, mais qu'elles étaient cousues sur les vêtements. Mais après, sur d'autres squelettes retrouvés, en particulier par exemple pour l'enfant de la Madeleine, il les a autour du genou, autour des articulations par exemple. Alors est-ce que c'était des bracelets? Est-ce que c'était cousu aussi sur les vêtements qu'il avait? Donc ça, c'est une part d'interprétation. Donc effectivement, vous faites... Il y a Éric Lebrun qui a fait un très beau dessin d'une dénisovienne qui a une pendeloque. Donc la pendeloque, c'est la perle unique qu'on porte. Et donc c'est une dent de cerf, je crois. Et les recherches génétiques ont montré que c'était une femme qui l'a portée. Voilà, donc elle l'avait à même la peau. Et donc grâce à ça, on a pu prouver que c'était une femme qui l'a portée. Lui, il a donné un visage à cette femme. Mais personne ne sait qui l'a porté. Donc il y a un choix qui est fait sur la représentation, évidemment. Et finalement, j'ai envie de dire que c'est leur jeu artistique aujourd'hui de prendre part là où justement les scientifiques n'ont pas à prendre part, puisque leur boulot, c'est juste de donner l'effet de ce qu'on a par rapport aux découvertes. Voilà, donc ce sera en conclusion, une très belle conclusion sur le rôle complémentaire du coup du spécialiste et de l'artiste dans une représentation donc la vision de l'artiste aide le spécialiste à se projeter dans sa recherche, peut-être avoir des idées d'interprétation ou de pistes de recherche qu'il n'avait pas eues, et le public a moins tendance à prendre pour parole d'évangile la représentation de l'artiste qui, par essence, est une représentation par rapport à la parole du spécialiste. Tout à fait. Voilà. Merci beaucoup. Écoutez, les Fontas, merci beaucoup. Merci à toi. Merci. Merci Heidi, merci Marine. Et merci beaucoup Maëva. Merci Maëva. Merci Maë. Et merci à toi. Voilà, on peut retrouver tout ce travail sur le site d'Objets Témoins pour certains d'entre eux. On enverra également le public. Donc si on veut te poser des questions, Marine, on pourra se permettre de mettre le lien vers ton LinkedIn. Tout à fait. Voilà. Et donc, pour retrouver les prochaines expositions, ce sera sur la chaîne YouTube du Studio Non Peut-être et sur Instagram, c'est Oui Certainement. Merci. Merci.